la même trajectoire, simplement pour des raisons d'absence de transparence au niveau du fonctionnement du syndicat, parce que le syndicat fonctionne selon une organisation bien précise qui est assise sur le dispositif législatif et réglementaire national, notamment le Code du travail, les conventions collectives et les conventions internationales. Et donc, partant du fait qu'au niveau de la COSIGA, il n'y a pas de transparence, ceux qui géraient la COSIGA à l'époque, je crois que vous avez dû apercevoir Mme Boutuga, qui était à l'époque président du Sénat, dans tous ces États, échanger violemment avec le secrétaire général de la COSIGA de l'époque, donc M. Algi, parce que simplement, au niveau de cette organisation syndicale, ça se comportait comme un parti politique, comme une entreprise, avec une dictature, absence de dialogue social, etc. Bref. Donc, pour dire qu'au niveau du Gabon, il y a plusieurs dérapages. Et récemment, nous avons, dans le cadre de la du Code du travail, entrepris un certain nombre de débats. Et en réalité, ce sont les confédérations syndicales qui, normalement, parlent au nom des travailleurs parce que, par défaut, elles sont censées être les organisations les plus représentatives. Mais dans l'architecture d'une configuration, dans l'architecture d'une organisation confédérale, il faut qu'il y ait dedans un ensemble d'organisations. Il y en a qui s'appellent abusivement confédération, alors qu'en réalité, pour être une confédération, il faut respecter certaines règles, notamment avoir à la base 2 fédérations sectorielles. Et dans une fédération sectorielle, il faut notamment avoir 2 syndicats du même secteur. Je vais m'expliquer. Je prendrai le cas, par exemple, du secteur de la protection sociale, dans lequel moi je suis acteur. Il faut à la base 2 syndicats, c'est-à-dire le syndicat de la CNHS et un syndicat de la CNAMGES. Ça fait une fédération des syndicats de la protection sociale. Et ensuite, peuvent venir se greffer autour tous les autres syndicats qui font partie du même secteur. Ensuite, on prend une deuxième fédération. On va prendre par exemple le secteur de mines et énergie. On va prendre l'ONEP, qui est une organisation sectorielle. Donc on va prendre la SCG. Ça fait 2 fédérations. À partir de cet instant, on peut s'appeler confédération. Et ensuite, autour de ça, peuvent finalement venir se grever les organisations de base, les adhésions individuelles, les unions libres, les intersyndicales. C'est un ensemble d'éléments que, si vous voulez bien, si le directeur général veut bien, je vais vous expliquer dans les détails. Mais voilà, en fait, ce qu'on appelle une confédération syndicale. Elle est par défaut représentative, parce que simplement, en son sein, il y a un ensemble de secteurs d'activité qui lui permettent de parler sur le plan de la représentativité au nom des travailleurs. Parce que l'ONEP, par exemple, ne peut parler qu'au nom des travailleurs du secteur pétrolier. Vous voyez bien que l'ONEP ne pourra pas parler au nom des syndicats du CENU, parce que ce n'est pas son secteur d'activité. Donc l'ONEP n'est pas représentatif de l'ensemble des organisations, des secteurs plutôt, d'activité au niveau du pays. Bien. Donc l'activité syndicale au Gabon connaît une grosse influence politique. Et ça, je veux vous interpeller parce que simplement, en matière politique, la roublardise étant le maître mot, souvent les employeurs se font gruger par des syndicalistes politiques qui font dans la surenchère. Parce qu'en réalité, il y a un fonctionnement qui est régi par des normes, notamment, comme je l'ai dit tantôt, le Code du travail, les conventions collectives, les statuts et règlements de ces organisations-là, etc., etc. Donc, il est important pour les employeurs de comprendre comment fonctionne cet environnement-là pour pouvoir mener à bien un dialogue social sereinement. Parce qu'il faut déjà avoir en face, savoir quels sont nos interlocuteurs. Est-ce que les organisations syndicales qui sont en face de nous sont véritablement représentatives de l'ensemble des travailleurs? Point d'interrogation. Et si vous n'avez pas cette évaluation, cette appréciation, eh bien vous allez vous retrouver en face de vous avec des organisations hétéroclites qui sont obligées de s'associer parce qu'en réalité, de façon individuelle, elles ne pèsent pas grand-chose. Parce qu'à mon avis, si on est réellement pour la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs, on n'enregistrerait pas autant d'organisations syndicales que nous avons dans nos entreprises. Parce qu'en réalité, on doit avoir des organisations uniques. Le cas de chez vous, par exemple, le nombre d'organisations qu'on a citées incessamment, si réellement leur objectif était de défendre les droits des travailleurs, il y aurait une seule organisation syndicale au sein de votre administration. Mais s'il y en a plusieurs, ça veut dire que chacun a une équation personnelle, chacun a un agenda caché, considérant que vos prédécesseurs ont souvent choisi d'avoir des alliés plutôt que des partenaires sociaux. Et moi je dis souvent, vaut mieux un partenaire social, un mauvais partenaire social qui connaît la notion du compromis, plutôt qu'un bon allié qui va changer
de partenaires quand il y aura des offres meilleures. Donc voici un peu de façon générale comment ça fonctionne au niveau de notre pays. Donc on a des organisations syndicales qui sont parfois gérées par des chômeurs, les confédérations qui sont parfois gérées par des chômeurs, ça c'était un problème. Moi je me promène avec mon badge, ça c'était un indicateur qui est pertinent. Quand vous avez en face de vous un syndicaliste, vous lui demandez parce que le syndicat est lié à une entreprise. Donc est-ce que vous êtes salarié? S'il n'est pas salarié, c'est l'appel du avec lui. Mais malheureusement, le gouvernement parfois, pour des raisons politiques, parce qu'il crée énormément de syndicats pour créer justement cette complicité humaine qui fait que quand l'une des parties est affamée, elle va inciter une autre partie à créer un incident, donc des pyromanes, à créer un incident pour qu'on va se retrouver à la table de négociation, comme à l'époque du feu président Omar Bongo. Il a mis plein d'argent dans cette affaire-là parce que les gens lui ramenaient souvent des conflits en disant que, bon voilà, nous on maîtrise la situation, ben, il faut trouver un peu de pognon, on va régler le problème. Donc ça, c'est un environnement qu'il faut complètement écarter si vous voulez avoir un dialogue social serein et transparent. Donc voici un peu de façon globale pour rester factuel et rester dans le temps qui m'est imparti. Et pour le détail, si vous voulez bien, on va se retrouver dans un futur prochain pour pouvoir avoir l'ensemble des éléments de détail. Ensuite, on va passer finalement dans le droit de grève au Gabon. Mais le droit de grève au Gabon, il n'est pas spécifique au Gabon. Le droit de grève obéit à des règles qui sont assises sur des conventions internationales. Donc le droit de grève, c'est vrai, il est constitutionnel, mais il obéit à une certaine procédure. Pour faire une grève, il y a ce qu'on appelle d'abord une interpellation de l'employeur. Et ensuite, avant de déposer le préavis de grève, il faut qu'il y ait d'abord refus de discuter entre la direction générale et les syndicats pour qu'on passe à l'étape suivante. Malheureusement, on fait souvent le sens inverse. Et on dépose des préavis de grève, et puis parfois vous avez des organisations syndicales qui déposent des préavis de grève, et c'est d'autres organisations syndicales qui viennent déposer des préavis de grève. Je crois que vous avez déjà dû assister à ce genre d'incohérence. Et dès qu'on a déposé un préavis de grève, il faut observer la période donc, de préavis. Et en général, dans mon statut d'expert en assistance en relation de travail, quand un préavis de grève a été déposé, beaucoup d'employeurs souvent s'affolent, mais un préavis de grève, c'est simplement une moyen de pression pour obliger l'employeur à venir négocier. Mais en général, quand vous avez appelé les partenaires sociaux au dialogue social, le préavis de grève est tombé. Il ne veut pas aller au niveau de la grève. Parce que si la grève est déclenchée et que vous appelez au dialogue, il y aura une suspension de grève qui est susceptible de reprendre si on n'est pas tombé d'accord sur le contenu du dialogue social que nous avons mis en place. Donc voici un peu un ensemble d'éléments que vous devez maîtriser pour pouvoir faire en sorte que chacun d'entre nous respecte les règles. Et donc, comme je disais tantôt, le préavis de grève, quand il est lancé, la grève elle est enclenchée. La loi aussi dit que quand on est en grève, c'est le syndicat par nos cotisations qui paye les jours de suspension du contrat, parce que pendant la grève, le contrat est suspendu pendant la période de la grève. Le contrat est suspendu pour tous les grévistes. Tous les grévistes, notamment ceux qui sont affiliés au syndicat qui a déclenché le mouvement de grève, ceux qui ne lui autorisent pas à empêcher d'aller et venir les autres qui ne sont pas syndiqués, notamment les membres de l'administration et évidemment les autres salariés qui ne font pas partie du syndicat qui a déclenché le mouvement de grève. Mais ça, c'est une grève sauvage. Quand on enchaîne un portail, ça veut simplement dire qu'on n'a plus de légitimité. Parce que quand on a une légitimité, on est capable de soulever toute l'entreprise pour arrêter l'activité. Pour faire un mouvement de grève, on n'a pas obligé de descendre, on n'est pas obligé de descendre dans la rue, parce que quand on a la majorité absolue des salariés, il suffit de donner le mouvement de grève, on est assis à nos bureaux, on ne travaille pas, on n'est pas obligé de faire du tapage. Mais quand on verrouille un portail, c'est pour envoyer un message aux autorités politiques, pour faire comprendre aux autorités politiques que l'actuel manager qui est en fonction, il ne fait pas l'affaire. Et quand le politique s'en mêle, vous savez bien qu'en politique, hein, même les badauds, ils ont des arguments. Et donc je conseille en général les employeurs de rester exclusivement sur le terrain de la loi. Parce que mes amis syndicalistes en général, ils n'ont pas de bonnes connaissances en termes de relations professionnelles et donc par conséquent, il n'y a pas d'arguments pertinents pour discuter. Au lieu d'utiliser la force des arguments, ils utilisent en général l'argument de la force. Et si vous allez sur ce terrain-là, vous allez être perdu parce qu'eux, ils sont champions dans cet environnement-là. Et je ne vous conseille pas souvent d'aller dans ce sens-là. Il vaut mieux poser les bases. On ouvre ensemble des documents qui régissent les relations entre nous. Et puis on débat. Et je vous assure qu'en général, beaucoup ne sont pas toujours
ne maîtrise pas souvent l'ensemble des dispositions qui régissent nos relations. Donc voici un peu en ce qui concerne la grève, pour être bref. La grève, oui, mais on n'a pas le droit d'empêcher à ceux qui ne sont pas grévistes d'aller et venir, parce que c'est passible des peines de poursuites judiciaires. Quand vous empêchez aux autres d'aller et venir, là on n'est plus dans le cadre de l'application des dispositions du Code du travail, on est maintenant sur le plan pénal. Parce que quand vous empêchez aux autres de circuler, ceux qui sont empêchés de circuler ont le droit de vous poursuivre sur le plan pénal au niveau du tribunal. Donc voici un peu de façon succincte en ce qui concerne le syndicalisme au Gabon et le droit de grève chez nous, ce que j'avais à dire en fait sur ces deux sujets. Maintenant, on va échanger pour quelques précisions pour rattraper le temps qui nous a été imparti. Je vous remercie. Merci, M. Douman. Nous allons prendre une série de 3 questions dans un premier temps, s'il vous plaît. 3 questions. On va y répondre et puis on va éventuellement. Oui, M. Dayton. Merci, monsieur. Excusez-moi, si je comprends bien, ça veut dire que lorsqu'un syndicat appelle un mouvement de grève, ce syndicat paie les jours de suspension. C'est ça que j'ai pu comprendre. Bien. En fait, les cotisations que nous prélevons auprès de nos membres, ce sont ces cotisations qui nous permettent le fonctionnement de cette organisation syndicale. Parce que la grève implique une mise en suspens du contrat pendant toute la période de jour de travail. Parce que vous ne travaillez pas pendant ces jours-là. L'entreprise ne vous paye pas. C'est votre syndicat qui finance les horaires de travail qui ne sont pas travaillés. Donc les cotisations que l'on demande souvent aux membres, elles servent effectivement justement à cet objet-là. Oui, d'abord, oui, M. Dandé. Merci, monsieur le modérateur. Je suis Félix Dandé Corée, juriste privatiste. Je suis ici en tant que chef de service du patrimoine. Je voudrais quand même poser le formalisme, le format de la réunion. Parce que lorsqu'on s'adresse à un auditoire, il faut bien qu'on se rende compte que cet auditoire est concerné par la problématique posée pendant la réunion. Monsieur le directeur général, vous avez une idée novatrice. Bien, le format d'appellation a été changé. Je fais le grand rapport. Nous avons salué cette idée parce que le passage des différents intervenants nous permet de savoir ce qui se passe dans l'évaluation. Il a été constaté déjà à deux reprises que nous avons des invités qui abordent parfois des sujets novateurs, parfois qui sont perdus. Par exemple, le cas d'espèce. Il n'y a pas un président de syndicat dans cette salle. Il n'y a pas. Ou alors, s'il y a un président de centre de syndicat, comme je le suis, je ne suis pas venu ici en tant que président de syndicat. Donc nous sommes là confrontés à un problème de formalisme. Et qui jette l'opprobre, qui jette un flou. Sinon, de l'opprobre en ce que nous allons faire. Je vais m'expliquer. J'ai dit qu'il n'y a pas un président de syndicat ici, monsieur le président. Mais je me sens personnellement concerné dans la mesure où je suis